Est-ce que vous avez entendu parler du Coran européen? Bizarre. Il y a un homme qui, lui, en a entendu parler. Alors lui, vous le connaissez peut-être pas. PTDR, t'es qui? Bon, il est sur Radio J, donc la radio où quand même une bonne partie des dingueries sont prononcées. Vous ne le savez pas, mais en face de lui, c'est Christophe Barbier qui l'interviewe, donc là, on n'est pas davantage rassuré. Et alors cet homme, c'est Benjamin Haddad. Qui? Alors Benjamin Haddad, c'est pas n'importe qui. Alors je dis ça, sauf que j'ai déjà oublié qui c'est. Voilà, c'est ça. Benjamin Haddad, c'est pas n'importe qui. Il est ministre chargé de l'Europe. C'est Christophe Barbier qui va poser une question étrange. La France s'associe, vous vous associez à un élan de lutte contre l'antisémitisme, notamment par le contrôle des fonds européens, qui pourraient être mal dirigés. Concrètement, qu'est-ce que ça va prendre comme forme? Par exemple, le projet de Coran européen, 9,8 millions d'euros de financement, est-ce que vous l'avez dans le viseur? Le Coran européen, 9,8 millions d'euros. Là, normalement, vous haussez des sourcils. Genre, c'est quoi ce délire? Réponse de Benjamin Haddad. Pas 1 euro d'argent public européen doit être utilisé pour aller financer les ennemis des valeurs européennes. Et donc, on ne peut pas accepter que des programmes pour financer des associations, des programmes éducatifs aillent vers des associations qui sont liées aux frères musulmans ou à l'antisémitisme. Je vais présenter dans les prochains jours avec des collègues européens une initiative qui visera un meilleur contrôle et un meilleur filtrage des fonds européens. Encore une fois, pas 1 euro pour les adversaires de l'Europe. Qu'est-ce qui vient de se passer là? On peut retenir deux choses. Christophe Barbier pose cette question sur le projet de Coran européen qui bénéficierait de fonds européens pour près de 10 millions d'euros. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et derrière Benjamin Haddad, membre du gouvernement, à aucun moment il ne revient sur le projet de Coran européen explicitement, mais il ne revient pas non plus dessus pour contredire la question de Christophe Barbier en disant « Attendez, ça c'est autre chose, il n'y a pas de problème ». Non, non, il abonde dans le sens de Christophe Barbier en disant « Effectivement, vous avez raison, pas un centime ne doit aller aux frères musulmans ». Alors c'est quoi cette histoire de Coran européen qui serait proche des frères musulmans, allez-vous dire? Pour le savoir, il faut se tourner vers un autre organe de presse. Il faut évidemment se tourner vers le journal du dimanche. Union européenne, des millions pour le Coran européen. On a même une couverture d'ouvrage avec, alors complot de la provocation, Napoléon qui tient un Coran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 9 842 534 euros, c'est la contribution attribuée par le Conseil européen de la recherche pour le Coran européen. Un projet qui s'inscrit dans le programme de l'Union européenne intitulé « Excellence scientifique » visant à rattraper le retard pris dans la course à la production scientifique de pointe et d'excellence face aux États-Unis. On a ce procédé littéraire que j'utilise moi-même abondamment, je ne vais pas les stigmatiser pour ça, qui consiste à mettre 3 points de suspension puis un point d'exclamation à la fin de la phrase, ce qui est évidemment une manière de manifester à l'écrit la surprise. J'ai du mal à comprendre l'ironie, c'est-à-dire que là on sent qu'il y a une volonté de faire un peu d'antiphrase, de faire de l'ironie, de souligner quelque chose qui serait ridicule pour eux. J'ai pas dû comprendre la blague, après j'ai pas les refs, j'ai pas toutes les refs. Depuis 2007, 17 000 projets ont été subventionnés, mais le Coran européen fait partie des projets scientifiques. Les scientifiques! C'est la pire imitation de Bigard que j'ai vue. Ces guillemets sont importantes, on y reviendra. En comparaison, un projet qui portait sur l'informatique quantique a reçu 15 millions d'euros en 2013, donc 50% de plus malgré tout, mais c'est vrai qu'on est dans des ordres de grandeur comparables. Ce projet, également connu sous l'acronyme UQ, a débuté le 1er avril 2019 et s'achèvera le 31 mars 2026, porté par une trentaine de chercheurs d'universités espagnols, italiens, néerlandais, hongrois, danois et français. À Nantes, il a pour objectif de découvrir comment le Coran a influencé la culture et la religion en Europe entre 1150 et 1850. Hyper intéressant. Mais sur le site internet, créé après l'obtention de la subvention, donc là déjà tu comprends qu'il y a fourberie, il y a manigance, tu comprends qu'il y a doute, les responsables sont plus précis. Notre projet repose sur la conviction que le Coran a joué un rôle important dans la formation de la diversité et de l'identité religieuse de l'Europe au Moyen-Âge et au début des temps modernes, et qu'il continue de le faire. La volonté de remettre en question les perceptions traditionnelles du texte coranique et les idées bien établies sur les identités religieuses et culturelles européennes n'est pas cachée. Et donc là, à la manière dont c'est écrit, on comprend que ça les fait réagir, que pour eux, là, ils viennent de se révéler dans une intention, dans une volonté, dans un projet qui est odieux pour l'Union européenne. De quoi faire rougir toute la droite européenne pour Sarah Knafo.
C'est exceptionnel. Pour Sarah Knafo, zémourienne, on accepte de financer la recherche et l'innovation et on se retrouve à gaver d'argent public des filières de sciences sociales aberrantes. Quand Nicolas Bay, alors Nicolas Bay, ancien de Reconquête, hein, on voit que pour le JDD, on voit quand même vers où ils vont, tu vois, la droite européenne. Donc Nicolas Bay dénonce une commission qui cumule l'aveuglement et l'idéologie consistant à soutenir tout ce qui contribue à remettre en cause la véritable identité de l'Europe. Fabrice Leggeri. Ah, Rassemblement National, il n'est pas Reconquête, lui. Si Fabrice Leggeri accable Bruxelles pour financer la réécriture de notre histoire et ainsi ouvrir la voie à de futures revendications islamistes, Céline Imar remarque que ce projet n'apporte rien au leadership scientifique européen et relève d'un prosélytisme identitaire en ferme opposition avec les valeurs de l'histoire européenne. Ils accusent ce projet de recherche scientifique, ils mettent eux-mêmes les guillemets, d'être en réalité un projet idéologique visant à pervertir de l'intérieur l'identité européenne, les héritages de l'histoire européenne, voire même visant à ouvrir la voie à de futures revendications islamistes. Si je résume, vous avez un papier qui pourfend ce projet scientifique européen de Coran européen et qui nous montre au travers de multiples liens qu'il est difficile de déconstruire sur le moment parce qu'il faudrait être spécialiste de ces sphères, qui semblent nous montrer des liens troubles et inquiétants entre certains chercheurs et certaines chercheuses de ce projet et les frères musulmans. YouTube, je m'interromps un instant pour te préciser que eh bien, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, comme aucune d'entre elles, hein, toujours pas. Donc, si tu veux me soutenir, eh bien, profites-en peut-être, pourquoi pas, pour t'abonner. Actionne cette cloche, nom de Dieu, mets un pouce bleu, mets un commentaire. C'est grâce à cela que mes contenus peuvent être relayés et vus par le plus de personnes possible. Allez, je ne prends pas plus de ton temps, retour à la vidéo. On va aller en lire un décryptage. Le décryptage a été publié dans Le Monde. Alors là, vous allez voir, c'est là que ça devient fascinant. Coran européen, : que contient vraiment ce projet scientifique, là vous avez vu que les guillemets ont disparu, attaqué par l'extrême droite. Une drôle de lumière s'est posée sur UQ, diminutif du projet Coran européen, jusqu'ici abonné à la discrétion habituelle des programmes universitaires. Le projet est piloté par 4 sommités internationales, le médiéviste John Tolan, Université de Nantes, Cocorico, Mercedes Garcia Arsenal, du Conseil supérieur pour de la recherche scientifique en Espagne, Roberto Tottoli, Université de Naples, Italie, et Jan Loop, de l'Université de Copenhague. Ce projet est ciblé depuis quelques semaines par une attaque initiée mi-avril dans le journal du dimanche. Derrière cette campagne accusant ce programme de cacher un relais d'influence au service des frères musulmans, quelle est la réalité scientifique de ce travail de recherche? Donc, après les accusations du JDD, on va ici avoir un décryptage. Déjà, première réalité scientifique, une ample production académique. L'essentiel des travaux est publié dans une série de volumes très pointus. 11 volumes collectifs sont déjà parus chez l'éditeur scientifique De Gruyter, ou De Gruyter, je ne sais pas. Il devrait être au nombre de 20 d'ici à la fin du projet en 2028. Donc les gars, en 6 ans, ils ont déjà publié 11 volumes collectifs. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ne chôment pas et que ce sont des chercheurs qui non seulement cherchent, mais trouvent et publient. S'y ajoutent 6 autres ouvrages scientifiques, 4 thèses, une trentaine d'articles et de chapitres de livres, une quinzaine de notices encyclopédiques, ainsi que des contenus plus grand public, comme une chaîne YouTube, 4 expositions à Nantes, Vienne, Tunis, Grenade, ainsi que l'ouvrage de synthèse Le Coran européen, paru aux éditions Hermann, même une bande dessinée, comme le soulignait d'ailleurs le JDD, Safar, paru aux éditions Petit à Petit. Ce travail de mise au jour de l'influence du Coran au-delà des terres d'islam montre qu'il a joué un rôle central dans la construction des identités culturelles, religieuses et politiques chrétiennes et européennes depuis le Moyen-Âge. Ce qui semble avoir dérangé, c'est de qualifier le Coran d'européen. Il faut rappeler que le CER incite les meneurs de projets à choisir un titre facile à retenir et percutant. Le Coran européen, c'est plus porteur que le Coran en Europe du XIIe au XIXe siècle, appuie la chercheuse Emmanuelle Stefanidis. Elle s'intéresse en particulier à la façon dont le Coran a été reçu entre le XVIIe et le XIXe siècle. On ignorait par exemple l'importance de ce texte sacré dans le courant romantique, jusqu'ici peu identifié par les études littéraires. Sait-on que le Coran représentait pour les romantiques un puissant modèle d'écriture poétique? Goethe, Pouchkine et Victor Hugo ont écrit des poèmes qui sont de véritables réécritures de sourates, relate Madame Stefanidis. Passionnant. Ce regard nouveau est également poétique. À partir du XVIIIe siècle, les penseurs européens commencent à voir le Coran comme un code de loi et moins comme un texte prophétique, appuie John Tolan. C'est notamment le cas de Jean-Jacques Rousseau qui, dans Du contrat social, fait de Mohamed ou Mahomet un grand législateur capable de donner une loi à un peuple
et en tire un modèle pour sa religion civile de la République. Donc vous voyez que c'est passionnant. On découvre que le Coran a influencé l'écriture de Goethe et Victor Hugo. On découvre également que le Coran a été une matière féconde intellectuellement pour Rousseau dans un de ses ouvrages les plus fondateurs du contrat social. Incroyable! Moi, j'ignorais totalement cela. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ces dizaines de travaux universitaires étayent la manière dont le texte sacré de l'islam a participé au foisonnement intellectuel de l'Europe. Abraham Geiger, qui était un juif allemand au début du 19e siècle, qui faisait partie du mouvement, était un des chefs en fait des mouvements de réforme du judaïsme. Sa thèse s'appelait « Qu'est-ce que Mohammed a appris du judaïsme ?» Et dans cette thèse, il compare le Coran avec des textes de la tradition juive, notamment le Talmud, et il trouve beaucoup de similarités. L'histoire européenne est celle de plusieurs cultures et de plusieurs religions, soutient John Toland. Notre travail de recherche documente cette complexité, à rebours de la mythologie de l'extrême droite et des salafistes, qui rêvent d'une histoire purifiée, uniquement blanche ou uniquement musulmane. Et ça, c'est génial. C'est fascinant. Il y a ici des influences coraniques dans l'histoire européenne et il y a en retour des influences européennes dans l'histoire musulmane. Et c'est magnifique de mettre ça en évidence. Et ça va totalement à l'encontre du portrait tout à fait diabolique que tente de nous faire le JDD de John Toland. Alors, on va quand même lire cet encadré qui est très important. Des chercheurs dénoncent une attaque contre la liberté académique. Un an avant sa clôture, le projet Coran européen a été la cible d'une campagne virulente, on vient de le lire, qui s'attaque en particulier à l'un des co-directeurs, l'historien John Toland, évoquant ses accointances supposées avec des organisations liées aux frères musulmans, rejeté en bloc par ce professeur émérite à l'université de Nantes qui fait autorité dans sa discipline. Ces attaques ont suscité la mobilisation de 80 universitaires à travers cette tribune publiée sur le site de recherche fabula.org en vue de soutenir John Toland et ses collègues. John Toland, qui se dit choqué par les propos de Benjamin Haddad, a lui-même adressé une lettre au directeur du CNRS, Antoine Petit. Il est urgent, nous dit John Toland, de défendre la recherche et les chercheurs pour empêcher que la chasse aux sorcières que connaissent les universités américaines ne gagne l'Europe. Nous sommes à une époque en Europe où il y a une recrudescence de l'intolérance, des extrêmes de tout type, et il nous paraît important pour combattre des préjugés, de faire connaître la richesse et la complexité de cette histoire des regards européens sur le Coran. Je trouve ce dossier absolument fascinant, révélateur de nombreuses dynamiques et tout à fait inquiétant. Si je résume, nous avons le JDD qui, dans un seul et même papier, fait 3 choses. 1. Il remet en cause le caractère scientifique universitaire d'un projet de recherche qui est pourtant un projet de recherche dans lequel travaillent les meilleurs spécialistes et connaisseurs de la question d'Europe. 2. Le JDD laisse à penser que ce projet serait en réalité un projet idéologique, influencé directement par les frères musulmans pour déconstruire la réalité de l'histoire européenne. Et là aussi, on a vu que c'était totalement faux. Et enfin, 3, le papier du JDD cherche à discréditer nommément, en les jetant à la vindicte populaire, des chercheurs et des chercheuses dont des liens supposés prétendus avec les frères musulmans sont mis en exergue, liens qui sont, vous le voyez, niés non seulement par les universitaires eux-mêmes, mais également par leurs collègues qui les connaissent le mieux. Nous sommes fiers de travailler avec John Toland au sein du projet Le Coran européen, tribune signée, vous le voyez, par une liste absolument infinie de chercheurs de haute volée. C'est de haut vol qu'il faut dire, pas de haute volée. On dira que c'est créatif. Vous imaginez bien que s'il travaillait avec un collègue qui était en réalité sous l'influence des frères musulmans ou de je ne sais quelle idéologie dangereuse, vous imaginez bien que eux, ce seraient sans doute les mieux placés pour s'en rendre compte. Maintenant qu'on a fait son compte au papier du JDD, on peut tirer le fil. Parce qu'en fait, ce dossier, il est passionnant. La question suivante à laquelle il nous faut répondre, c'est celle-là. Pourquoi ils sont à ce point arc-boutés autour du projet de Coran européen? Alors, une première réponse qui sans doute est une partie de la vérité, c'est simplement qu'ils ont vu Coran européen et dans leur islamophobie crasse, ils ont foncé là-dessus en se disant c'est un scandale, c'est inouï, c'est inimaginable, il faut pourfendre ce truc-là. Bon, mais il n'y a pas que ça. Souvenez-vous du papier du JDD qu'on a vu, une des choses qui leur est insupportable, c'est précisément l'idée de dire, et même en réalité de démontrer, qu'il y a des liens historiques anciens et intenses entre le Coran, les sphères musulmanes, et l'histoire intellectuelle
européenne. Souvenez-vous, ce début de papier dans le JDD, la volonté de remettre en question les perceptions traditionnelles du texte coranique et les idées bien établies sur les identités religieuses et culturelles européennes n'est pas cachée. Quand ils disent n'est pas caché, là ils sont en train, d'après eux, de nous révéler une dinguerie, de nous révéler quelque chose de sombre. Mais pourquoi ça l'est? Ce qui est insupportable, c'est d'avoir des chercheurs qui démontrent que l'influence de l'islam en Europe remonte au XIIe siècle et que depuis près de 1000 ans, notre histoire en Europe, et donc aussi en France, est indissociable des influences musulmanes et des influences coraniques. Certains de nos plus précieux auteurs, Victor Hugo en France, Goethe en Allemagne, certains de ces auteurs qui cristallisent presque la littérature de leur pays, nous découvrons qu'ils étaient lecteurs du Coran et qu'ils y puisaient une source d'inspiration pour leur propre poésie. Ça, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que ce que cela remet en cause, c'est un mythe dont ils ont besoin, le fameux mythe d'une Europe judéo-chrétienne. Le fait de dire que notre histoire en Europe et notre histoire en France est une histoire judéo-chrétienne, que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne, on sait depuis longtemps déjà que c'est un mythe. S'il voulait être conforme à la réalité historique, le terme de judéo-chrétien, tradition judéo-chrétienne n'a aucun sens, puisque en réalité, tout au long de l'histoire, les Juifs ont été beaucoup plus souvent persécutés, notamment par la religion catholique qu'autre chose, que la France ait été influencée par la religion juive autant que catholique, ça c'est certain. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte que c'est tout aussi vrai pour le Coran, pour l'islam. Et que si on va par là, si on veut prétendre que la France est de tradition judéo-chrétienne au motif que la religion juive est présente depuis très longtemps sur le territoire qui deviendra la France, et qu'elle a à ce titre exercé une influence, eh bien il faut dire que la France est, d'un point de vue religieux, de tradition judéo-musulmano-chrétienne. Puisque, on le voit là, ce sont des historiens sérieux qui l'établissent, ils publient 20 ouvrages sur la question. On voit bien que l'influence de l'islam en France, elle est visible en France et en Europe, elle est visible depuis le XIIe siècle, elle est claire, elle est sinon constante, du moins elle se retrouve tout au long de l'histoire, et elle finit par influencer certains de nos auteurs et poètes que nous considérons les plus français qui soient. Vous comprenez évidemment à quel point ce papier et ce programme de recherche est dangereux pour les idéologues de l'extrême droite qui continuent de prétendre que nous devrions rejeter l'islam et les musulmans, qu'ils ne s'inséreront jamais chez nous, qu'ils n'ont pas de place chez nous, au motif que la France serait de tradition judéo-chrétienne. Que fait le JDD? Et que font ces responsables d'extrême droite pour tenter de mettre à distance un projet de recherche qui les menace en fait profondément? Ils le discréditent, ils le disqualifient, ils en nient le caractère scientifique, ils prétendent que c'est de l'idéologie, ils discréditent les chercheurs nommément, les jetant de ce fait dans la fosse aux lions, dans un espace médiatique où ils savent qu'ils vont se faire dévorer, écarteler sans en avoir cure. Et alors ça, c'est terrible. 2, c'est une attaque en règle contre l'université, contre les libertés académiques, contre l'indépendance des chercheurs. C'est une attaque directe contre celles et ceux qui produisent de la connaissance. Et alors on en vient au clou du spectacle. Benjamin Haddad, qu'on a écouté tout à l'heure, et qui se fait le relais de cette attaque anti-science, de cette attaque idéologique portée par les médias de Vincent Bolloré contre la recherche européenne et française. C'est un ministre d'Emmanuel Macron, un macroniste, qui se fait le relais d'une pure fake news, et pas n'importe laquelle des fake news. Une fake news qui est dirigée directement contre l'université, les libertés académiques et les chercheurs. Et c'est le même Emmanuel Macron qui, il y a quelques semaines, pérorait de leur grand amphi de la Sorbonne contre Donald Trump en disant aux chercheurs du monde entier, vous êtes attaqués chez vous, vos libertés académiques sont menacées chez vous, venez ici, on assurera votre protection. Mais de qui se moque-t-on? Non seulement la Macronie se fait le relais de la désinformation, on a l'habitude. La Macronie se fait le relais des mensonges de Vincent Bolloré, on a l'habitude. La Macronie se fait le relais des termes et des obsessions de l'extrême droite, ça n'est pas une nouveauté. Mais là, de surcroît, la Macronie relaye une campagne de discrédit qui est une campagne anti-science qui vise à attaquer les libertés académiques, qui vise à intimider les chercheurs, qui vise à éviter que les recherches qui dérangent ne soient publiées, qui vise à les discréditer en espérant qu'elles n'aient pas d'influence. Le tout pour des raisons purement idéologiques. C'est exactement ce que fait Donald Trump, et ça passe même par les mêmes voies. C'est-à-dire que là, la menace, c'est d'éventuellement retirer les financements. Donc c'est la même chose, ça passe par la même voie que ce que fait Trump aux États-Unis. Ça amène de nombreux chercheurs américains
ou de nombreux chercheurs qui travaillent aux États-Unis à s'exiler de leur propre pays. Et on a Emmanuel Macron qui vient pérorer en disant « Venez chez nous, vous y serez bien », alors que d'une part, il a massacré la recherche, il a lui aussi attaqué les libertés académiques de manière certes moins frontale, mais il l'a fait néanmoins. Et là, il a un de ses ministres qui relaye une opération qui est ni plus ni moins qu'une opération trumpienne contre l'université en France. Mesdames, messieurs, en un mot, comme d'habitude, des tartuffes.